Bonjour, je souhaitais partager avec vous le fruit de ma réflexion concernant un exercice qui m'a été proposé et qui était le suivant. Si votre entreprise était une ville, quelle ville serait-elle et pourquoi? Quel lien faites-vous entre ce que représente cette ville pour vous et votre business? Alors pour moi, la ville qui s'est spontanément imposée, c'est celle de Lyon. Au départ, il s'agit de Lugdunum. Cela vient de Lug qui signifie Dieu en celtique ou encore lumière en latin. Très probablement parce que Lugdunum a été fondé au pied de la colline de Fourvière qui est exposée au soleil levant. Lugdunum a joué un rôle important dans l'Empire romain, tout d'abord comme province la plus peuplée et surtout comme plaque tournante du commerce européen avec sa voie d'accès fluvial et terrestre. Elle eut même l'immense privilège d'avoir le droit de frapper sa propre monnaie romaine, ce qui était absolument unique en son temps pour une colonie. Ceci dit, après la chute de l'Empire romain, elle fut reléguée au rôle secondaire dans l'espace européen en raison de son éloignement des centres de pouvoir pour devenir sous l'Empire carolingien qu'une simple ville frontière. Alors, moi, je vois Lyon comme une ville qui a eu son heure de gloire et qui a été reléguée au second rang, rejetée, voire mise de côté, peut-être même oubliée. Et en fait, finalement, c'est un petit peu comme ça que pourrait éventuellement se sentir un aîné s'il a l'impression que son cadet vient lui piquer sa place. En 64, les notables de Lugdunum ont eu connaissance de l'incendie qui a ravagé Rome, aux trois quarts quand même, et ils ont spontanément envoyé 4 millions de sesterces d'aide pour la reconstruction de Rome. L'année suivante, en 65, Lugdunum était à son tour victime d'un terrible incendie et Néron fait de son côté également un don de 4 millions de sesterces pour la reconstruction de Lugdunum. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que ça illustre parfaitement le principe du don. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Lugdunum a montré l'exemple du don et de sa générosité pour aller aider ce que nous pourrions qualifier aujourd'hui de son parent romain, et en retour, elle a été à son tour soutenue quand elle en avait le plus besoin. Donc s'il y a quelque chose à retenir de cette histoire, c'est soyez généreux. Plus vous donnerez, plus vous ferez circuler l'argent de votre business, plus votre entreprise va fructifier. Donc voilà, faites circuler. Vous ne savez pas d'où ça viendra, mais quand vous en aurez besoin, vous obtiendrez l'aide nécessaire. À la Renaissance, Lyon se développe considérablement et devient une grande ville commerçante européenne. On peut donc dire qu'elle a su rebondir après avoir été délaissée. Cependant, ce second âge d'or est fauché par les guerres de religion, et du coup sa principale richesse est le travail de la soie. Alors moi je traduis tout ça de la façon suivante. Après avoir rencontré des problèmes de foi, elle se tourne vers le travail de soie et découvre sa principale richesse. Je trouve ça hautement symbolique quand on voit le travail que je fais avec Énéalogie. À présent, je voulais vous partager une citation de l'historien Fernand Braudel qui nous parle de la richesse et de la complexité de l'histoire de Lyon. Il nous dit que Lyon est une ville qui est un être compliqué. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'il nous parle d'être pour parler de la ville. En séance, quand je finalement rencontre les différentes parts de soi, moi j'appelle ça des êtres de soi. Du coup, j'ai été très sensible par le fait qu'il considère la ville comme un être à part entière. Et il nous dit que ce qui frappe l'historien, c'est sa richesse, ses brusques transformations, ses originalités, voire ses étrangetés. Elle n'est pas la même d'un siècle au siècle suivant, et, plus contrainte qu'allant de son plein gré, elle passe sans fin d'une originalité à une autre. Elle est à elle seule un difficile problème de l'historien de France, peut-être le problème clé, sûrement l'indicateur clé. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait, bien que contrainte au départ, elle fait preuve d'une immense créativité pour transformer ses contraintes en opportunités. Et finalement, c'est ça qui la rend unique. Et en fait, avec Énéalogie, ce que je vois moi, c'est que dans mes séances, je considère chaque individu comme un être complexe à part entière. Et en fait, je vais l'aider à identifier le problème clé et conscientiser toutes les richesses et les originalités qu'il va mettre en œuvre pour sa propre transformation. Je vois Lyon comme la fille du couple Rhône-Saône. Lyon se situe à la jonction du Rhône et de la Saône, et c'est cette particularité qui lui a été particulièrement favorable pour son développement. La Saône est la plus grande rivière de France. Son courant étant plus calme que le fleuve du Rhône, elle s'est imposée comme l'artère principale de Lugdunum. Et du coup, va se développer une vie intense qui va se concentrer sur les rives nourricières de la Saône, où les ports et les étals vont pouvoir offrir le couvert à sa population. Ce n'est qu'en XVIIIe siècle finalement que Jacques-Antoine Morand va pouvoir bâtir le premier pont périn
sur ce Rhône tumultueux, marquant le coup d'envoi de l'extension de Lyon sur la rive gauche du fleuve. Pour moi, ce couple Rhône-Saône m'évoque le yin et le yang et leur nécessaire complémentarité, notamment avec la douce puissance de cette mère nourricière qu'est la Saône et le caractère plus impétueux et indomptable du Rhône qui finalement est un excellent protecteur des envahisseurs. Lyon, c'est également la colline qui prie et celle qui travaille, avec cette dualité. Nous avons également des tas de secrets et de mystères qui vont notamment tourner autour des traboules. Les traboules, qu'est-ce que c'est? Ce sont des passages secrets qui vont relier deux rues en passant par l'intérieur d'un immeuble. Et au départ, elles servaient pour transporter, en fait, elles servaient à rejoindre la Saône beaucoup plus facilement pour remonter l'eau. Et puis ensuite, avec le travail de la soie, ça servait à transporter les rouleaux de soie de son lieu de production jusqu'à son lieu de vente sur les quais. Ce qui est intéressant dans cette façon de voir les choses, c'est que les façades des immeubles paraissent extrêmement simples et pourtant, pour ceux qui osent pousser les portes, vous allez découvrir de magnifiques cours intérieures qui sont richement décorées. Et du coup, je trouve que l'étraboule symbolise une certaine pudeur. On ne se dévoile pas comme ça au premier venu, au premier coup d'œil. Ça demande d'aller au-delà des apparences pour aller rencontrer sa vraie nature. Et du coup, l'invitation, c'est oser ouvrir vos propres portes intérieures pour aller rencontrer vos secrets et les richesses qui s'y trouvent. Voilà quelques exemples de traboules. Lyon, c'est également le mystère des arêtes de poissons. Alors, il s'agit de galeries souterraines qui ont été retrouvées sous la montagne de Croix-Rousse et elle va être constituée de 3 coudes successifs avec des lignes perpendiculaires qui représentent les arêtes d'un poisson. Alors moi, ces 3 coudes, je les vois un petit peu comme les 3 cerveaux humains, à savoir le reptilien, le limbique et le néocortex. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces galeries semblent aujourd'hui n'avoir jamais vraiment servi. En tout cas, on ne retrouve aucune trace d'aménagement dans les maçonneries et le sol. Aucun texte antique ni médiéval n'y fait référence. Et en fait, la seule chose dont on est sûr, c'est que finalement, la construction n'a pas été achevée pour une raison inconnue. À part ça, on ne sait strictement rien de ces arêtes de poissons. On ne sait pas qui les a commandées, qui les a construites, pour quel usage, quand, à quelle époque, on ne sait rien. Et du coup, pour moi, je trouve que ce réseau, ça pourrait représenter la psyché avec ses zones de protection et d'oubli qui sont nichées dans l'inconscient. Un petit peu comme la pulsion de vie qui va mettre de côté des pans de notre vie pour qu'on puisse aller les retrouver au moment où nous serons suffisamment mûrs pour aller les réhabiliter dans notre système. Alors, parmi les nombreuses hypothèses qui ont été émises concernant ces arêtes de poissons, il y a eu la possibilité que ça puisse être une alimentation du réseau d'eau pour les aqueducs, mais cette hypothèse a été démentie. Ça aurait pu être également des accessoires pour la citadelle royale de Saint-Sébastien, construite en 1564 sous l'ordre de Charles IX, ou encore démantelée à la demande et aux frais de la ville en 1585, mais ça, rien n'est vraiment certain. Il y a également toute une théorie qui consiste à dire que ça aurait pu servir d'entrepôt pour le trésor des Templiers au XIIIe siècle. Mais là encore, rien de certain. La datation au carbone 14 indique que finalement c'est une construction antique et du coup il y a d'autres théories qui ont été avancées comme le fait que ça aurait pu servir de stockage de la monnaie pour le thésaurus de Lyon ou encore en relation avec le sanctuaire des Trois Gaules. Mais encore une fois, c'est pas hyper pratique d'accès, donc on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Et du coup, s'il y a vraiment un message à retenir de tout ça, c'est que le mystère reste entier, et j'ai envie de dire un peu comme le fonctionnement de la psyché. Ce qui est intéressant toutefois dans cette histoire, c'est que l'hypothèse de l'entrepôt des Templiers fait l'objet de nombreuses conférences, et bien que la datation au carbone 14 remette en question cette théorie, j'aime beaucoup la citation de la directrice de service archéologique de Lyon qui indique le mystère ouvre la porte à l'imagination, mais pas forcément à la certitude scientifique. Je ne sais pas sur... Et en fait, elle nous dit qu'elle ne sait pas sur quelles données factuelles s'appuie la thèse des Templiers, et même si elle-même n'adhère pas à cette thèse-là, elle estime que cela a le mérite d'être communiqué au public, ce que nous avons sûrement eu tort de ne pas faire assez. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette hypothèse de l'entrepôt des Templiers illustre parfaitement le concept du mieux vaut fait que parfait en termes de communication. Et du coup, là, l'invitation, c'est communiquer. Même si vous n'avez pas tout, communiquer sur ce que vous savez. Et quand vous avez des compléments,
tout simplement, vous le dites, quoi. C'est maintenant, avec ces nouvelles données, on pourrait partir plutôt là-dessus ou là-dessus. Vous pourrez toujours faire des ajustements, mais l'important, c'est de commencer à parler de votre business pour que les gens sachent ce que vous faites, sachent qu'il en est et puissent vous identifier. En tout cas, pour les arêtes de poisson, ça a été crucial parce que le fait d'en parler à travers ces conférences, ça permet, un, que les personnes savent que ça existe, deux, ça permet de les préserver de la destruction et puis de mener des recherches. Je ne pouvais pas ne pas parler de Lyon et du fait que ça a été la capitale de la résistance. Il faut savoir que Lyon est une ville rebelle et elle a hébergé en son sein aussi bien le berceau de la résistance, tout comme le chef-lieu régional de la Gestapo. Et en fait, dès 1940, les regroupements se font entre connaissances pour aller réfléchir aux moyens de poursuivre la lutte, refusant la défaite et la collaboration. Et du coup, cela leur permet de sortir de leur isolement, de la résignation et de l'apathie face aux promesses de relèvement de Vichy. Du coup, s'il y a quelque chose à retenir de cette histoire, c'est que à l'époque, des personnes se sont regroupées en fonction de leurs affinités pour brainstormer avec l'intelligence collective en s'appuyant sur les réseaux sociaux de sociabilité qui étaient existants. Et du coup, on peut dire que c'était un petit peu le début des réseaux sociaux. Les premières actions de rébellion consistent à réveiller les consciences à travers des tracts. Et on peut de cette façon dire que nous, dans les métiers que nous faisons aujourd'hui, en tout cas ce que je fais avec Énéalogie, c'est un réveil des consciences. Et pour cela, nous utilisons des posts. À l'époque, c'était des tracts. Certains de ces tracts vont devenir des journaux. Et c'est autour de leurs rédacteurs que vont naître les premiers embryons de la résistance. Et j'ai envie de dire qu'à ce stade-là, aujourd'hui, ces posts, ça va faire que si on adhère vraiment, on va finalement avoir comme ça un phénomène d'influenceurs à travers des chaînes YouTube, des podcasts ou encore sur Instagram. J'ai également voulu vous citer cette anecdote qui est que, en termes de rébellion, ce qu'ont fait certains résistants, c'est qu'ils ont acheté massivement les places d'un concert qui devait avoir lieu dans la salle de Scala. Et ce qui fait que l'Orchestre Philharmonique de Berlin, quand il est venu pour faire sa représentation le 18 mars 1942, s'est retrouvé devant une salle quasiment vide. Et du coup, ça laisse un petit peu réfléchir sur le fait que c'est important de trouver le bon public, votre client cible, et de se rendre visible à ses yeux, à lui. Parce que si vous vous retrouvez face au mauvais public, tout simplement, il n'y aura personne. À présent, je voulais vous parler de Guignol. Guignol, c'est le porte-parole des Lyonnais. Il s'agit d'une marionnette à gaine qui a été créée vers 1808 par Laurent Mourguet, qui était un ouvrier en soie. Guignol est un personnage à la langue bien pendue qui utilise le patois lyonnais et des expressions grivoises pour se moquer des personnalités qui rythment la vie du quotidien. Du coup, en fait, Guignol, il est surtout là pour dénoncer l'injustice sociale en prenant le parti des petites gens. Il sera accompagné de Niafron, qui est un joyeux buveur de Beaujolais, et de sa femme, Madelon. En fait, dès la naissance du spectacle, qui est destiné aux adultes, il va connaître un franc succès. Ce n'est qu'en 1950 que Guignol va s'assagir pour les enfants et qui va devenir l'emblème de la ville de Lyon et des Lyonnais. En tout cas, son succès est toujours au rendez-vous aujourd'hui. Du coup, cette histoire illustre l'importance de se nicher en restant authentique et fidèle à ses valeurs. Guignol a également su s'adapter en écoutant les besoins d'un nouveau public et ce qui lui vaut le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, quelques précisions concernant son créateur Laurent Mourguet. Il s'agit donc d'un ouvrier de la soie, il est marié, il est père de 10 enfants. Et en fait, sa condition de canut ne lui permet plus de subvenir aux besoins de sa famille. Du coup, il part sur les routes pour devenir marchand forain, puis arracheur de dents. Le truc, c'est que lorsque les passants entendent les patients se faire arracher les dents en hurlant, c'est pas très vendeur et ça donne pas franchement envie d'aller le voir. Du coup, il eut cette brillante idée de se servir de marionnettes pour distraire les clients en leur racontant des histoires drôles. Et du coup, cette humeur joyeuse aura le double bénéfice 1 d'apaiser la douleur des patients et de 2 d'intriguer les passants qui vont s'arrêter et rire de bon cœur. Face à ce succès, Laurent Mourguet abandonne le métier de dentiste et va installer son propre castelet. Un jour, un saltimbanque violoniste lui donne spontanément la réplique. Le public va adorer et ils vont en redemander tous les jours. Seulement, le père Thomas, lui, il avait un penchant pour l'alcool, ce qui fait qu'il va rater de plus en plus de représentations.
Du coup, encore une fois, Laurent Mourguet va avoir l'ingénieuse idée de créer une marionnette à son image pour le remplacer pendant ses absences afin qu'il lui donne la réplique. Et c'est ainsi que va naître le duo mythique de Niafron et Guignol. J'apprécie énormément la façon ingénieuse dont Laurent Mourguet a su répondre aux besoins tangibles des patients qui souffraient énormément au moment où on leur arrachait les dents et qui a su inventer un moyen de leur faire prendre de la hauteur avec de l'autodérision. Pour moi, je trouve que l'humour est hyper important dans les séances pour arriver finalement à dérider l'atmosphère et arriver à communiquer avec ces différents êtres de soi. Le spectacle du Guignol, c'est une manière de se tenir au courant de l'actualité tout en s'amusant. Et en fait, toutes ces pièces vont avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est exactement la même chose lors de mes séances. Il va y avoir plusieurs niveaux de lecture de tout ce qui va se passer pendant la séance. Avec la censure du Second Empire, Laurent Mourguet, qui ne savait ni lire ni écrire, est contraint de soumettre ses textes à l'avance. Du coup, il est obligé de se faire aider et c'est le magistrat Jean-Baptiste Onofrio qui va rédiger les textes et assagir Guignol pour que ça devienne présentable auprès de la bourgeoisie. Et c'est comme ça que progressivement, Guignol va s'adresser de plus en plus aux enfants et qui va accéder à la postérité. Du coup, ça illustre le fait que Laurent Mourguet a su transformer cette contrainte de son époque en opportunité, ce qui va garantir la survie et le renom de son entreprise. Et aujourd'hui, Guignol continue de faire vivre ses propres descendants. Lyon, c'est également la capitale de la gastronomie française. Alors, ces fameux petits bouchons lyonnais sont issus de la tradition des mâchons qui ont été instaurés par les canuts. Ces ouvriers tisserands de la soie avaient pour habitude de mâchonner, autrement dit, de prendre un encas vers 9 ou 10 heures du matin. Et en fait, ces mâchons n'étaient pas à proprement parler des repas, mais il s'agissait en fait des restes de la veille pour éviter le gaspillage alimentaire. Ces repas étaient partagés entre hommes de tous les milieux et ils en profitaient pour parler affaires. Le mot bouchon, lui, serait issu des branches de rameaux appelées bouches en patois lyonnais que les cabaretiers suspendaient aux portes de leurs enseignes pour tout simplement signaler qu'ils étaient là. Du coup, ce que j'adore dans cet exemple, c'est que le fleuron de la gastronomie française repose sur un concept de recyclage des plats de la veille. Ce que j'aime surtout, c'est que les valeurs qui sont véhiculées par ces bouchons lyonnais, c'est les suivantes. Ce sont des petits restaurants typiques dont l'emblème est une cuisine authentique et simple qui attire tous les gourmets de France. L'ambiance est chaleureuse et semblable à celle d'une maison. Le lieu est convivial, les tables sont rapprochées à la bonne franquette, le lieu est bruyant et le menu est inscrit sur une ardoise accrochée à un mur, c'est-à-dire visible à la vue de tous. Le patron est toujours présent sur les lieux et il révèle sa vraie personnalité. Donc on sait qui il est, on sait que c'est lui, et il reçoit et il sert qui il veut quand il veut. Il connaît tous ses clients par cœur et il n'a pas besoin de carte pour leur servir un repas. Et en plus de ça, il a cette faculté de rapprocher tous les clients entre eux. En fait, ce que j'aime beaucoup à travers les valeurs véhiculées par les bouchons lyonnais, c'est que cela crée une proximité avec les différents êtres de soi qui est absolument nécessaire pour que la rencontre puisse avoir lieu lors des séances en énéalogie. Alors, quand on parle des bouchons lyonnais, automatiquement, ça va avec les mères lyonnaises. L'histoire de la gastronomie de la capitale des Gaules repose sur les mères lyonnaises. C'étaient des cuisinières de grandes familles bourgeoises lyonnaises du XVIIe et XVIIIe siècle qui se sont retrouvées sans emploi avec la crise de 1929. Et certaines de ces femmes décident alors de se mettre à leur propre compte et de proposer leur cuisine traditionnelle et raffinée en toute simplicité et convivialité. Et du coup, pendant l'entre-deux-guerres, les convives vont pouvoir venir déguster une cuisine réconfortante. Elles sont à l'origine de la féminisation de la profession de cuisinier. Les mères lyonnaises ont été les premières à proposer une cuisine relativement travaillée, mais à des prix abordables, et ont été les mentors des grands chefs d'aujourd'hui comme Paul Bocuse par exemple. Alors en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que finalement ces femmes ont été touchées de plein fouet par la crise et elles ont osé rebondir en lançant leurs propres comptes, leurs propres enseignes. Ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler de la mère Filiou. La mère Filiou, c'est la mère des mères lyonnaises.
Elle est à la base la cuisinière d'un directeur de compagnie d'assurance à Grenoble. Et en fait, pour lui et ses convives, elle va concocter des recettes et dénicher les secrets de la bourgeoisie. Elle se marie à Louis Filiou, qui est un marchand de vin, et grâce à ce dernier, elle va pouvoir enfin ouvrir son propre établissement. La bonne cuisine et la convivialité contribuent au succès de cette adresse. Mais ce qui est surtout très important de retenir dans cette histoire, c'est qu'elle va proposer le même menu pendant une trentaine d'années, pour le plus grand plaisir des convives. Et du coup, la mère Filiou est notamment connue pour ses quenelles lyonnaises et sa volaille demi-deuil. Alors, ce qui est vraiment intéressant là, c'est que le succès répond à une offre phare dans laquelle elle est devenue la référence en proposant toujours la même chose. Et ils en parlent. Kurnonsky écrit en 1925 La mère Filiou réussissait comme personne au monde les quenelles lyonnaises et la poularde demi-deuil. Elle eut le génie de se spécialiser dans ces deux plats-là. La renommée de sa poularde et de ses quenelles était telle que l'immense majorité de ses clients ne demandaient jamais autre chose. Et Louis Forest va parler de ça comme sa première spécialité, ou encore on peut retrouver le terme de première création. Je trouve que cela illustre parfaitement le concept de l'offre unique pour développer un business florissant et devenir un véritable expert dans son domaine avec une renommée qui perdure dans le temps. Donc, ça sert à rien d'essayer de se diversifier, à faire des offres sur lesquelles on sera moins bon, ou d'avoir peur qu'on va lasser son client. Non, en fait, ils vont en redemander parce qu'ils savent que la qualité est au rendez-vous et c'est ça qu'ils viennent chercher chez vous. Petit aparté sur qu'est-ce que c'est que les quenelles et la poularde de demi-deuil. Les quenelles, étymologiquement, ça vient de l'allemand Knödel qui signifie boulette de pâte et du latin nodus qui veut dire nœud. La poularde de demi-deuil ou en petit deuil fait référence au port de vêtements de grand deuil qui sont exclusivement noirs et ceux du demi-deuil qui sont noirs assortis de gris, de blanc ou de lilas. Et du coup, cette expression est utilisée en cuisine pour des volailles ou des gibiers qui sont truffés avec de la sauce suprême. Le blanc de la peau et de la sauce suprême contrasté avec le noir de la truffe motive la dénomination de ce terme de demi-deuil. Et du coup, on pourrait dire que finalement, la mère Filiou est devenue une mère spécialisée dans la résolution des nœuds et dans les demi-deuils, autrement dit d'un deuil avancé en cours de résolution, pour ne pas dire digestion, et donc prêt à passer à l'étape suivante de la renaissance et du retour à la vie. Je voulais ensuite vous parler de la mère Brasier. Eugénie Brasier a été embauchée comme nourrice dans une famille bourgeoise et elle découvre sa vocation par hasard en remplaçant la cuisinière malade. Elle décide de suivre cette voie et de se former auprès de la mère Filiou. Sa réputation prend rapidement de l'ampleur et elle ouvre son propre restaurant en 1921, puis un deuxième en 1929. Elle est la première femme à avoir obtenu 2 étoiles au guide Michelin en 1932, puis 3 étoiles en 1933 pour ces 2 restaurants en même temps, ce qui est un exploit qui n'a jamais été réédité avant 1997, c'est-à-dire plus de 65 ans après, par Alain Ducasse. Et c'est elle qui va former le renommé Paul Bocuse. Donc ce que j'aime beaucoup là, c'est que son savoir-faire est doublement reconnu et que son exploit l'a fait rentrer dans l'histoire culinaire de Lyon. Et cela pendant plus de 65 ans, quoi. C'est quand même assez énorme. Elle n'a jamais été égalée ni par des hommes ni par des femmes jusqu'à 1997. Enfin, je voulais vous parler de la mère Léa. La mère Léa, elle ouvre son bistrot et elle fait de sa choucroute au champagne sa spécialité. Bien que son restaurant soit sinistré par une explosion allemande en 1944, ses plats restent phares comme le tablier de sapeur, le gratin de macaroni ou encore le canard au sang qui reste inimitable. Elle est également reconnue sur les marchés du quai Saint-Antoine avec la phrase qui était inscrite sur sa carriole « Attention, faible femme mais forte en gueule ». Et elle recevra elle aussi une étoile au guide Michelin pour sa cuisine. En fait, pour résumer tout ce que je viens de vous dire sur les mères lyonnaises, on peut dire que ces mères étaient leurs propres patronnes à une époque où elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Pour ça, il faut attendre 1965. Et pour cela, elles ont su s'associer habilement tout en gardant les commandes. Et on peut dire qu'elles font preuve de détermination avec leur petit caractère bien trempé. Je ne peux pas vous parler de la cuisine lyonnaise sans faire un petit focus sur la praline rose, qui est une spécialité vraiment lyonnaise. Elle se déguste seule, en brioche, en tarte à la praline ou encore en liqueur ou en sirop.
La praline rose est constituée d'amandes ou de noisettes enrobées de sucre cuit et colorées au colorant alimentaire rose. Alors, même si on ignore qui est son véritable créateur, la légende dit que le chef de cuisine Clément Jaluseau aurait laissé tomber une noix dans du sucre fondu, ce qui serait à l'origine de la praline de Montargis. De là, elle sera rapidement commercialisée. La praline rose, quant à elle, est une fabrication entièrement lyonnaise et date du XIXe siècle. Elle fait son apparition pour la première fois à Saint-Genis-sur-Gier dans la brioche à la praline rose, appelée le Saint-Genis. Ce que je trouve excellent dans cette histoire, c'est que finalement, ils ont su accueillir l'imprévu, écouter son cœur et ses propres papilles. Et de fait, la création a surpassé son créateur. Et en fait, d'une simple maladresse va naître un nouveau produit et cette erreur devient une marque de fabrique unique en choisissant de voir la vie en rose. Je voulais également vous faire un petit clin d'œil sur les fresques des Lyonnais. La fresque des Lyonnais, c'est une peinture murale de 800 mètres carrés. Ce trompe-l'œil retrace la vie quotidienne des Lyonnais à travers les âges et honore ses célébrités. Du coup, on pourrait se poser la question, êtes-vous sûr de ce que vous voyez, de ce que vous croyez? Ces fresques sont une invitation à aller au-delà des apparences pour aller à la rencontre de sa véritable nature et de ses ancêtres dans leur vie de tous les jours. Lyon, c'est également la ville des Lumières. Alors, à la différence de Paris, c'est à la tradition religieuse et populaire que Lyon doit son nom de ville des Lumières. En 1852, une statue de la Vierge Marie est commandée pour restaurer l'église de Fourvière, pour le 8 septembre, jour de la Nativité de Marie. Malheureusement, la crue de la Saône va empêcher la cérémonie d'avoir lieu et la date est alors reportée au 8 décembre, qui est un autre jour de la fête de la Vierge, celle de l'Immaculée Conception. De nouveau, le mauvais temps est au rendez-vous et la fête est annulée. Mais à la dernière minute, les nuages se dispersent et les Lyonnais allument spontanément des chandelles aux fenêtres et leurs balcons, illuminant les façades pour célébrer Marie malgré le ciel menaçant. Du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que les Lyonnais ont su rendre hommage à Marie avec les moyens du bord dans un élan spontané du cœur. Cette fête improvisée est reconduite l'année suivante, puis tous les 8 décembre où les Lyonnais prennent l'habitude d'éclairer leurs fenêtres à cette date. Ce n'est qu'en 1989 que la municipalité va décréter le plan Lumière, c'est-à-dire qu'ils vont décider d'intégrer un service d'éclairage public hors norme aux monuments historiques pour les mettre en valeur et faire un grand événement public, ce qui va donner la fête des Lumières que l'on connaît aujourd'hui. Son succès est tel qu'il va être décidé 10 ans plus tard de prolonger la fête pendant 4 jours. Aujourd'hui, elle attire 4 millions de personnes environ chaque année pour ses illuminations. Ce talent est rapidement reconnu et exporté à l'international et de nombreuses villes font appel au savoir-faire lyonnais pour éclairer leurs propres monuments. Du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous parle d'un élan du cœur qui peut rapporter gros en termes de business et faire profiter plein de partenaires. Et c'est une invitation à rêver grand. De plus, le fait que ça apporte un éclairage public hors norme pour mettre en valeur tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous ces monuments historiques, pour moi, je trouve que ça fait franchement écho avec les accompagnements que je peux proposer où on va finalement mettre en valeur vos richesses intérieures. Je voulais également juste faire un petit clin d'œil sur le crayon et la gomme lyonnaise. Alors, en fait, au départ, ce sont plusieurs plusieurs groupes financiers qui ont décidé de construire une tour dans le quartier des affaires de la Pardieu. À sa construction, en 1977, il s'agissait du 4e gratte-ciel le plus haut de France en dehors de l'Île-de-France. Sa forme cylindrique et sa pyramide transparente à son sommet lui a valu le surnom de crayon. En plus, le centre de la tour est vide, telle une mine de crayon, ce qui permet de laisser pénétrer la lumière du toit. À l'origine, l'établissement du Crédit Lyonnais, qui faisait partie des commanditaires, était la base des soyeux de Lyon. Et en fait, il tenait tous les comptes au crayon à papier. Aujourd'hui, la tour In-City a été ajoutée dans le paysage et les Lyonnais l'appellent la gomme, ce qui donne la gomme et le crayon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces tours permettent aux Lyonnais de se repérer au loin. Vous n'avez pas besoin d'une boussole, vous pouvez vous repérer rien qu'avec les tours. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est l'idée du crayon à papier pour essayer, tester et recommencer. Là, finalement, le message, c'est que rien n'est immuable, tout est question d'ajustement. Et avec un crayon, vous y allez, vous posez ça sur le papier, et puis après, vous ajustez en fonction des retours.
Enfin, je voulais vous parler de Lyon et de son berceau de la police scientifique. En fait, Edmond Locard est un professeur de médecine légale qui fonde le premier laboratoire de police scientifique au monde en 1910. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la criminalistique et comme un défenseur de la coopération policière internationale, ce qui sera à l'origine d'Interpol. Il introduit la dactyloscopie, c'est-à-dire l'étude des empreintes digitales, et il est mondialement reconnu pour son principe d'échange, qui est toujours d'actualité dans les laboratoires de sciences judiciaires et qui se présente sous cette formule. Nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage. Ensuite, il va appliquer aux problèmes policiers les principes de recherche scientifique de la médecine légale, à savoir la balistique, la toxicologie, l'identification des écritures, car en fait il avait une passion et une expertise reconnue en graphologie. Cependant, en 1945, il va condamner une femme aux travaux forcés à perpétuité par erreur, et du coup, à la fin de sa vie, il va abandonner la graphométrie parce qu'il va estimer que les méthodes sont finalement pas aussi sûres que ça. Ceci dit, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il montre à quel point c'est important de rester fidèle à ses valeurs, d'expérimenter, de tester, de trouver des partenaires pour défendre une juste cause pour le plus grand nombre. Et pour terminer, je voulais vous faire un petit focus sur du vocabulaire. On parle des gaunes de Lyon. Cela signifie, alors même si l'expression, l'origine est incertaine, en fait ça représente un habitant de Lyon et de sa région. On dit que le terme gaune serait issu du grec iovos qui signifie enfant ou fils. Et en effet, la ville de Lyon a longtemps été une colonie gréco-romaine et certaines expressions grecques sont restées dans le patois lyonnais. Et du coup, je voulais vous citer Nisier de Puypelu qui a écrit dans le Littré de la Grande-Côte. Gaune, ça signifie gamin. Par extension, se dit d'un adulte au sens péjoratif. Gaune mouvant, petit gaune. Un mouvant, c'est un moineau qui sort du nid. Donc un gaune mouvant, c'est un gaune qui sort du nid. En anglais, le terme gone signifie disparu. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée d'aller retrouver son enfant intérieur que l'on avait oublié et qu'on croyait perdu. Du coup, je vais laisser le mot de la fin à Antoine de Saint-Exupéry qui est né à Lyon. Et avec son Petit Prince, il nous dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Du coup, si je récapitule tout ce que je vous ai dit par rapport à cet exercice, pour moi, Lyon, ça a été la capitale des Gaules, une ville qui prie et qui travaille, la ville des Lumières, la capitale de la Résistance, une ville de mystère avec ses traboules et ses arêtes de poisson, le berceau des laboratoires scientifiques judiciaires, la ville de Guignol, la capitale de la gastronomie française, la fresque des Lyonnais, son Petit Prince et le berceau des pralines roses. Ce qui, pour mon business, donne la chose suivante. C'est-à-dire que, avec Énéalogie, je vais vous accompagner pour aller à la rencontre de votre capitale intérieure et des différents êtres de lumière qui la composent. Je vous invite à entendre l'appel et oser ouvrir vos propres portes pour découvrir vos secrets et vos richesses qui attendent d'être dévoilés. Tel un détective doté d'une pointe d'humour, je vous invite à redécouvrir les saveurs oubliées de votre enfance, à écouter votre cœur pour renouer avec vos origines et voir votre quotidien en rose. Voilà, j'espère que cet exercice de style vous a plu et je vous invite à partager finalement quelle est la ville qui représenterait le plus votre business aujourd'hui. À bientôt!